aujourd'hui, pourquoi les gens doivent choisir UNIR et non les autres partis politiques? Salut à tous, c'est David Keflagio avec la nouvelle constitution. Maintenant, c'est la course au pouvoir. Ceux qui ont la majorité, c'est eux le pouvoir. Ah, c'est ça. Donc, le parti uni, oui, le grand parti, ne cesse de se battre. Donc, voici quelques développements d'un membre du parti que reçu dans une émission Club des Presses. Alors prenez votre café tranquillement, et détendez-vous, suivons tous ensemble. Ce matin, c'est Madame Henriette Amediogbe-Kwevi. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien. Dieu merci, ça se sent. Oui, j'espère qu'il en est de même chez vous. Justement, ça se sent que vous allez très bien. Alors, nous sommes dans la dernière ligne droite alors de la campagne électorale et vous savez très bien, enfin, vous faites partie alors du parti UNI. UNI, c'est l'Union pour la République. Et aujourd'hui, nous allons discuter de long en large alors par rapport à la manière dont la campagne se déroule sur le terrain, surtout à votre niveau, au niveau de l'UNI, l'Union pour la République, bien sûr. Alors, madame, déjà, nous avons commencé la campagne il y a de cela une semaine. Alors, dites-nous comment ça se passe sur le terrain. Je vous dirais que sur le terrain, disons que ça se passe bon enfant. Hein. Au début de la campagne, le chef de l'État, le président de la République, a fait un discours de lancement. Et le fond de ce discours de lancement, c'était la paix. Vous savez que à UNIR, nous avons le symbolisme de cette colombe blanche qui sillonne le ciel togolais pour annoncer rien que la paix. La colombe, depuis toujours, a été le symbole même de la paix. Et je me suis dit, on part sur la paix, prions, espérons qu'on va terminer sur la paix. Donc, durant toute la campagne, moi, je suis. Et c'est quand j'ai vu qu'il y a eu des rencontres entre plusieurs partis. Ça se passait très bon enfant. La fois dernière, j'étais à une émission et c'était parti de l'opposition qui sortait quand moi je rentrais. On s'est vu dans le couloir. Voilà. On s'est salué parce que moi, je suis arrivé, disons, quelques 5 minutes avant le début de l'émission. Je me suis assise, je les ai écoutés. Bon, dans le couloir, je leur ai dit, mais vous faites du bon travail, on va continuer. Parce que, je vous le dis, du fond de mon cœur, ce pays nous appartient. C'est notre pays. Moi, je me dis, bon, on a peut-être un débat d'idées, mais on ne se dispute pas. C'est ce pays que nous avons tous en partage, donc ça nous appartient. C'est notre pays. C'est notre pays. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Nous devons l'aimer de notre cœur, c'est très important. Alors, sur le terrain, c'est quoi le message que vous délivrez? Le message que nous délivrons, c'est que nous demandons, vous savez, quand on fait une campagne électorale, on est à la recherche de ceux qui vont voter pour vous le jour des élections. Alors, nous leur disons ce que nous avons fait jusqu'à présent, ce que nous avons pu faire. Et puis, vous savez, quand on est dans un pays, les actions ne peuvent pas s'arrêter. On continue, on améliore et puis on avance. Concrètement, qu'est-ce que vous avez pu faire actuellement? Concrètement, qu'est-ce que nous avons pu faire? Moi, je dis toujours, en prenant l'homme dans son intégralité, avant que quelqu'un ne naisse, il faut concevoir la personne. Nous avions eu plusieurs projets pour les femmes enceintes dans ce pays. Nous avions eu des projets pour les naissances, pour les enfants qui sont nés. Nous avions commencé un programme lancé par le chef de l'État où il a dit « Aucune femme n'a le droit de mourir en voulant donner une vie ». Et ça, on avait commencé, et puis il y avait eu cette histoire le projet de césarienne et tout ça là. Mais c'est tous ces projets-là que nous développons. L'intégralité, l'être humain que nous avons au centre de nos programmes que nous développons. Et puis, nous avons commencé des choses. Nous sommes en train de leur demander de nous permettre de continuer, d'améliorer.
aujourd'hui, c'est vrai, vous allez continuer par améliorer les choses, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes... vous comprenez que vous arrivez à assurer même d'ailleurs les attentes alors des populations. Est-ce que les attentes des populations sont comblées? Vous savez, on ne peut pas combler des attentes d'une population. Une population évolue. Hein. On est combien de Togolais? Vous ne pouvez pas avoir l'unanimité. C'est pourquoi on dit on doit avoir des programmes qui bougent. Au fur et à mesure qu'on avance, on améliore. Oui, là, quand je parle alors des attentes, alors des populations, nous savons qu'il y a d'énormes défis à relever aujourd'hui, parce que nous avons la question de l'électricité par là, nous avons la question du chômage par-ci, nous avons la question de l'eau telle que vous le dites, et tout cela constitue aujourd'hui de grands défis. Oui. Pour vous, puisque c'est vous qui êtes au pouvoir, est-ce que aujourd'hui vous avez comblé vraiment ces attentes, puisque les problèmes demeurent? C'est ce que je vous dis, combler les attentes, c'est le mot qui me... On ne peut pas combler des attentes. On est en train. On est là-dessus. Quand vous lancez, par exemple, un projet, vous ne pouvez pas lancer un projet de Lomé à Dapaon et le réaliser en une semaine. Parce que à chaque fois que vous arrivez à un niveau, vous rencontrez certains problèmes et vous améliorez au fur et à mesure. Il n'y a pas de développement linéaire. Parce que nous sommes quand même dans un pays, ce que vous pouvez lancer, commencer aujourd'hui et terminer à Lomé, vous ne pourrez peut-être pas le lancer et le terminer à Djapanga de la même manière. Hein. Donc, il faut tenir compte de beaucoup d'éléments. Moi, je ne peux pas venir vous dire qu'on a commencé un projet, on l'a terminé, nickel, terminé, et puis bon, on n'en revient plus. Non. D'accord. Nous sommes rejoints par notre confrère Didier Assoba. Didier, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM et bonjour à tes invités. Bien passé le week-end? Oui, tu fais grâce. Tant qu'on a la vie, il y a de l'espoir. On est en bonne santé aujourd'hui, donc la famille va bien et Dieu merci. Dieu merci. Nous sommes en train de recevoir justement Madame Henriette Amedjobe-Kouevi de l'UNIR. Et là, nous allons passer tout d'abord une demi-heure avec elle. Et par après, nous aurons un autre invité, bien sûr, comme tu le constates déjà. Et donc, Madame, nous sommes en train de discuter alors de la campagne électorale, ce que vous faites aujourd'hui, enfin, ce que vous dites aux populations. Concrètement, par rapport à votre projet de société, qu'est-ce que ce projet contient? Je viens de vous le dire, que nous avions toujours un projet de société que nous avons commencé et que nous allons continuer et améliorer. Vous me parlez de certains départements comme le département de l'eau, le département de l'électricité. Tout ça là, ce sont des projets. Hein. Ce sont des projets et nous devons évoluer avec ces projets-là. Parce qu'on ne peut pas vivre sans électricité non plus. On ne peut pas vivre sans eau. Et il faudrait tenir compte, dans ces projets-là, il faudrait tenir compte de l'augmentation de cette population. Alors, aujourd'hui, quels sont les atouts dont vous disposez pour remporter plus de sièges à l'Assemblée nationale? Les atouts dont nous disposons, oui. Tout d'abord, nous comptons sur les membres d'UNIR. Parce que quand vous faites un petit recensement à UNIR, nous avons, vous savez que nous sommes majoritaires dans ce pays. Donc on compte quand même sur eux, parce qu'on ne peut pas rester les bras croisés pour dire aujourd'hui on est majoritaire, nous on ne dit plus rien, pendant qu'il y a d'autres aussi qui veulent conquérir ce même électorat. Donc, nous comptons sur nos gens, nous comptons sur nos projets, nous comptons sur ce que nous leur disons. Justement, madame, quand vous parlez de projets, quand vous dites que vous comptez sur des projets, ces projets sont quoi concrètement? Tout à l'heure, je vous ai dit que quand vous prenez, par exemple, un être humain, parce que nous parlons des êtres humains ici, quand vous prenez un être humain, nous sommes en train de sillonner l'être humain depuis sa conception jusqu'à sa vieillesse. Je vous ai parlé des projets que nous avions au niveau
des femmes enceintes. Oui, concrètement, allons-y, parlons de ces projets concrets à la population. Oui, les projets que nous avions, par exemple, une femme enceinte qui se présente dans un centre pour une consultation prénatale. Tout ce qui concerne ce package-là. Vous voulez parler du projet Wezou? Wezou. Dans le projet Wezou, vous avez ce package-là. Bon. L'accouchement se fait toujours de deux façons. Soit c'est normal, c'est naturel par voie basse, ou alors c'est par césarienne. Nous avions le projet qui subventionne la césarienne parce que la césarienne a quand même un coût. Il y a quand même 2 vies ou 3 vies en jeu en même temps. Et quand l'enfant sort de là, le développement de l'enfant commence une scolarisation. Vous savez, nous avons quand même initié le projet cantine scolaire dans ce pays parce qu'on s'est rendu compte que dans certains de nos villages, les enfants arrivent à l'école sans rien manger. Comment voulez-vous qu'un enfant puisse suivre un cours pendant qu'il a faim? On a essayé et puis on a trouvé le projet des cantines scolaires. Ce projet-là doit continuer parce que ça nous a rendu énormément de services. Donc ce projet, il doit continuer. Bon, vous avez tout ce que nous avons dans la formation des jeunes. La spécialisation, qu'est-ce que nous avons? On s'est tourné vers l'agriculture. Vous connaissez toute la série des IFAD et tout ce qu'on est en train de faire. C'est de ça que moi je parle. Et puisqu'il est très important que les populations sachent exactement ce que vous faites sur le terrain et ce que vous attendez faire aussi, puisque je voudrais même d'ailleurs que vous insistez sur ce que vous attendez faire, peut-être en ayant la majorité maintenant à l'Assemblée nationale, peut-être quelles sont les propositions de loi que vous allez alors faire pour que du moins les populations soient comblées par rapport à leurs attentes. La proposition de loi viendra. Il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ces propositions de loi? On n'est pas encore à l'Assemblée, je vais vous donner notre programme. Mais justement, c'est pour convaincre alors les populations qui sont à l'écoute actuellement, pour aller voter. Oui, là on va voter, mais on n'a pas encore on ne peut pas écrire des projets de loi maintenant en disant nous avons ces projets de loi dans nos sacs. Et quand on va arriver à l'Assemblée, on va les sortir. Oui, madame, justement, je parle alors du fait que déjà, alors, vous avez, par exemple, nous étions avec professeur Olou la fois passée qui a choisi un certain nombre de propositions, même d'ailleurs, qu'il aura fait quand il viendra à l'Assemblée. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, est-ce que vous ne constatez pas quelque chose et que déjà, quand vous serez majorité à l'Assemblée nationale, puisque vous l'êtes toujours, et que cela puisse être exprimé. D'accord. Voilà, je pense quand même que nous avons notre confrère Didier Assoba. Didier, vous avez une question? Bon, pas une question, mais peut-être un commentaire sur la réponse de madame. Je crois que madame Henriette, moi je l'ai connue en tant que ministre. Et puis je l'ai connue encore en tant que députée. Je pense que il y a peut-être, je ne sais pas si elle comprend le fond des questions, mais nous sommes en campagne, il y a des choses que les gens ne veulent pas dire et je comprends aussi. Mais je pense fondamentalement que les dirigeants ont pour mission, comme ta question le disait, de naturellement combler les attentes des populations. Si des dirigeants ne peuvent pas combler les attentes des populations, alors ça ne vaut pas la peine de diriger. Je crois que peut-être elle veut peut-être comprendre pas combler, pas satisfaire, parce qu'elle même a donné des exemples qui prouvent qu'il y a des projets pour combler des attentes. Par exemple, quand on prend le projet Carman, je me souviens, j'étais encore jeune reporter dans la salle du Palais des Congrès en 2010 quand le chef de l'État est venu et a annoncé que à partir de cet instant-là, grâce au projet Carman, la césarienne pour les femmes parturientes devrait être subventionnée et tout ça. J'avais vu, je revois encore les images dans ma tête. La salle sautait de joie avec une liesse populaire à l'époque. Et on sait que ce projet-là, par exemple, est venu combler une attente des populations par rapport à un problème sanitaire qui se pose.
Donc, je crois fondamentalement que, là, j'apporte un peu de l'eau au moulin de madame pour ces explications. Je crois fondamentalement que les hommes politiques, les dirigeants ont cette responsabilité-là de combler nos attentes. Après, est-ce que nous sommes satisfaits? Ça restera un débat sur la satisfaction des uns et des autres. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à ajouter par rapport à ce que madame dit. C'est le parti au pouvoir. Bon, voilà, tout le monde attend beaucoup de choses d'eux. C'est pour ça qu'elle va avoir beaucoup de questions. Tout à fait. Donc, c'est très il faut qu'elle ait les épaules solides pour pouvoir voilà, répondre à ces questions. S'il faut même... voilà, la période de la campagne, c'est des périodes de promesses. Et madame doit pouvoir nous promettre beaucoup de choses. C'est très important. Pour nous séduire. En bonne femme, en bonne dame. Bon, voilà. Il faut qu'elle nous séduise pour que dans l'isoleur, le jour-là, on puisse avoir encore les mots de madame Amédiogbe dans la tête pour pouvoir choisir. Et je pense fondamentalement que la campagne, c'est aussi fait pour ça. Bon, ne pas faire trop de promesses, d'accord, mais bon, voilà. Des gens veulent attendre, déjà en attendent beaucoup par rapport à la situation sociale du pays. Des gens en attendent beaucoup. Comment est-ce que vous comptez régler le problème de l'électricité qui se pose? Hier encore dimanche, on était là, on nous a coupé un peu partout dans Lomé. Des gens veulent, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire? Vous parlez d'améliorer. Comment est-ce que vous attendez améliorer? Qu'est-ce que vous voulez faire pour l'améliorer? L'eau et d'autres choses encore. Donc, naturellement, vous aurez à donner des réponses dans ce sens-là et nous les attendons. Nous voulons faire ci, nous comptons faire mieux que ce que nous avons fait parce que déjà, votre bilan vous suit et les attentes également sont là. Et donc, madame doit pouvoir... voilà. C'est très important. Nous séduire dans ce sens. Voilà, je pense que c'est l'objectif alors de nos questions. Hein. Et si nous posons des questions, je pense tout simplement que nous sommes juste à la place alors de ceux qui nous écoutent et qui ont des questions à poser. Donc, ce sont ces questions-là que nous vous posons et je sais compter alors sur vous pour répondre même d'ailleurs à ces questions. Madame, alors, aujourd'hui, pourquoi les gens doivent choisir UNIR et non les autres partis politiques? Je dis, les gens doivent choisir UNIR parce que dans notre programme, nous passons en revue tout ce qui est tout d'abord pour l'intégralité de l'homme, de l'être humain, et puis après pour le développement même du pays. On a parlé de certains programmes. Actuellement, nous avons un problème crucial à Lomé, c'est l'électricité. Au Togo, je dis, c'est pas à Lomé, au Togo. Mais vous savez que l'électricité que nous consommons au Togo n'est pas produite totalement par le Togo. Nous avons le Ghana à côté. Oui. Mais il y a un phénomène général. Même les Ghanéens même se rendent compte, se demandent, est-ce qu'on ne va pas supprimer d'exporter notre électricité pour qu'on puisse l'avoir pour rien que pour notre population. Au Togo, nous avons commencé les histoires de le solaire pour compléter ce que nous pouvons avoir et puis avec le barrage que nous avons à Nambeto, comment faire pour augmenter cette quantité? Où est-ce qu'on peut trouver assez d'électricité pour qu'on puisse, qu'à un moment donné, qu'on n'arrive plus à ces coupures intempestives. Parce que ce qui s'est passé tout dernièrement sur notre territoire, mais c'était imprévisible. Mais c'est quand même arrivé. Donc, comment contrer ces déboires qui nous arrivent dessus sans qu'on arrive à prévenir? Donc, je dis, ce sont ces projets-là que nous sommes appelés à approfondir et à concrétiser. Peut-être qu'on n'aura pas une solution à 100% la première ou la deuxième année, mais peut-être que sur les 5 ans de législature, on arriverait quand même à répondre, à dire qu'on a commencé ici et voilà là où on en est aujourd'hui. À part l'électricité, nous avons le problème d'eau. Le problème d'eau, le programme pour l'eau, il est déjà lancé. Les pompes et tout ça là, ce programme-là aussi, il doit continuer. Parce qu'on ne peut pas vivre sans eau. Qu'on soit dans un village reculé,
ou dans une ville du Togo, mais on est Togolais, je viens de le dire ici, on est tous Togolais, il faudrait qu'on puisse quand même avoir accès, autant que nous sommes, à ce dont nous avons besoin. Et c'est de ça que moi je parle. Et quand on quitte ça, je prends la jeunesse. Tout ce qu'on a, toute une panoplie de projets pour cette jeunesse-là. L'agriculture, on est là-dedans. Alors, quand une personne vieillit, les personnes d'un certain âge, on a leur projet. Donc, les femmes, vous êtes d'accord avec moi que les femmes participent énormément au développement de ce pays. Et puis, on a quand même essayé de les accompagner parce que cette histoire de Covid ne nous a pas fait cadeau, hein. Donc, on va continuer à accompagner ces femmes. Parce que les femmes, ce que les femmes font dans ce pays, il faut le reconnaître de tout temps. La femme a été battante et il faut l'aider. Et quand on aide une femme, on aide toute une famille. On aide toute une population, on dira d'ailleurs. Alors, madame, c'est vrai que vous êtes aujourd'hui sur le terrain et que quand je parle de vous, je parle du Parti Unir. Vous êtes sur le terrain, vous êtes dans cette opération de charme. Dites-nous, combien de députés voudrez-vous avoir dans la prochaine législature? La majorité. La majorité, c'est combien? La majorité, c'est combien? La majorité. Vous voulez la majorité? Alors, la majorité. Justement, vous avez la majorité. Alors, pour cette législature. Voilà, merci beaucoup. Oui, vous l'avez. Non, je parle. Je parle de la législature prochaine. Non, moi, je parle de cette législature qui vient de finir, puisque je voudrais poser une question. Oui, je voudrais poser une question concernant cela. Vous avez la majorité. Quel est le bilan aujourd'hui, alors, de cette majorité que vous avez eue? Ils ont bien travaillé. C'est-à-dire qu'ils ont rempli. Mais les députés ont travaillé. Hein. Ils ont rempli leur rôle. Ils ont rempli leur mandat. Parce que, bon, on a eu les lois. Essentiellement, à l'Assemblée, c'est les lois. Et on a vu le travail qui a été abattu. Hein. Soyons honnêtes. Il n'y a pas eu de... Il y a certaines de petites choses qui sont restées en suspens, mais dans sa globalité, beaucoup de tests ont passé. Didier, une question? Bon, sur la législature finissante, bon, madame n'est pas... Elle parle au nom du parti au pouvoir, justement, mais elle n'est pas à l'Assemblée nationale. Peut-être on posera la question à quelqu'un d'en face sur le bilan de la législature actuelle et sur les actions à mener. Mais il y a une question qui est là et qui concerne naturellement le parti au pouvoir et la législature actuelle. Madame, comment expliquez-vous aux populations aujourd'hui la nécessité de changer de constitution à la fin de la mandature? Vous savez, attendez, je dis, on va y aller mollo mollo. Nous sommes dans une période électorale, campagne électorale. Je préfère me cantonner à la campagne électorale. Quand j'aurai terminé avec la campagne électorale, je pourrai aborder un autre problème. Madame, moi, c'est comme ça. La question je ne fais pas d'amalgame. Non, il n'y a même pas d'amalgame. Ah, mais parce si. que la question de la Constitution... C'est peut-être l'actualité qui se pose comme ça, mais pour le moment, je voudrais me cantonner à la campagne électorale, s'il vous plaît. Je vous cite un homme politique du Togo, vous le connaissez certainement. Il a dit la dernière fois, il faut que les Togolais aillent aux élections du 29 avril en toute connaissance de cause. Et c'est pour cela que dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, la Constitution relue sera adoptée. Ça, je cite le ministre Gilbert Bora, qui est certainement de votre formation politique. Donc, si les Togolais doivent aller aux élections en connaissance de cause par rapport à la Constitution, ça veut dire que les élections du 29 avril ont naturellement pour base la nouvelle Constitution qui a été adoptée, fait naturellement expliquer
à vos électeurs pourquoi il fallait faire ce choix-là et pourquoi ils doivent vous voter par rapport à cette constitution. Parce que le vote se fait par rapport à la nouvelle constitution le 29. Madame. Monsieur, mais moi, je vous dis, le problème de la Constitution, je voudrais qu'on en débatte en long et en large à un moment donné. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le moment, madame Non, aujourd'hui, on est en campagne électorale. Oui, c'est dans la même période que la Constitution a été votée le vendredi dernier. Ah oui, mais... Non, vous savez, ce débat-là, on le dévie. Je ne voudrais pas. D'accord. Ok. Alors, parlons maintenant de cette campagne, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est ce qui vous intéresse. C'est ce qui vous intéresse, bien sûr. La campagne électorale, il nous reste encore pratiquement une semaine. Puisque je le disais même en début lors de semaine que c'est pratiquement 5 jours. Nous sommes dans la ligne droite alors de cette campagne. Et déjà, au-delà de ce que vous avez déjà dit alors aux populations, quels sont d'autres messages que vous voudrez bien quand même dire à ces populations, soit à l'intérieur du pays ou dans la capitale? Un autre message? Oui, peut-être, oui, vous avez déjà fait une partie alors enfin, nous avons déjà passé en quelque sorte une semaine, mais... la campagne continue parce qu'il y a des partis qui n'ont peut-être pas été encore... la campagne continue, hein. La campagne continue pendant encore 5 jours. Mais qu'est-ce qu'on leur dit? On leur rappelle qu'il faudrait, on vous demande que le 29... il faut voter unir. D'accord. Madame, est-ce que les populations sont réceptives à votre message? À votre message? À mi-parcours. Oui, ils sont réceptifs. Quel est le bilan? Est-ce que vous êtes confiant? Les populations sont réceptives. Hein? Oh non. Est-ce qu'il y a encore des poches que vous comptez convaincre? Bien sûr. Il y a des poches. On ne peut pas tout ratisser. Avant, il nous reste quand même 5 jours encore de campagne. Hein. On ne peut pas vous dire que sur les 14 jours de campagne, nous, on a terminé en 10 jours, en 9 jours. Comment ces populations accueillent vos messages, dites-nous? Mais les populations accueillent nos messages avec joie. Il y a à certains endroits, les populations posent des questions, on leur répond et ils comprennent. On ne peut pas dire que l'UNIR est en train de faire une campagne que les populations ne l'accueillent pas. Ce n'est pas vrai du tout. Les populations nous accueillent. Hein? Non, nous ne disons pas que vous n'êtes pas accueillis. Oui, elles nous écoutent. Oui. Elles nous promettent de voter pour nous. D'accord. C'est important. Alors, nous recevons aussi notre parti politique, bien sûr, à côté de vous, vous l'avez remarqué depuis, Monsieur Fiacre Atou. Bonjour. Bonjour, chers fidèles auditeurs de la radio Canal FM. Comment vous allez? Nous rendons grâce à Dieu et j'espère que vous allez bien aussi. Et ça va aussi, par la grâce de Dieu. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale et vous faites partie alors du parti Bâtir. Vous êtes aussi sur le terrain depuis pour cette campagne électorale. Dites-nous comment ça se passe sur le terrain. D'abord, merci pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir s'exprimer à travers les ondes de votre belle radio. Et je salue vos fidèles auditeurs. Je salue nos militants et tous nos sympathisants qui nous écoutent actuellement. Oui, c'est vrai, la campagne a démarré. Nous venons de boucler une semaine. Et nous sommes très bien accueillis partout où nous sommes candidats. Je rappelle que nous sommes dans 6 circonscriptions électorales, à savoir le Golfe, Agonivé, Lac, Zion, Dani et Lavé. Et partout où nos candidats passent, le retour est positif. Ils sont bien accueillis puisque le message de Bâtir ne cesse de convaincre les populations. Et c'est avec agréable surprise que nous nous sommes tombés sur des populations. Et vous savez, avant le démarrage de la campagne, il y a eu une période que nous appelons l'après-campagne.
Et donc, étant déjà sur le terrain avec les différentes cellules que nous avons créées un peu partout sur toute l'étendue du territoire, et donc, je peux vous dire que le travail déjà fait en amont a balisé les voies pour faciliter les regroupements politiques et faciliter la transmission des messages de Bâtir. Et donc, nous sommes très bien accueillis et la campagne se poursuit très bien au niveau de Bâtir. D'accord. Madame, vous rencontrez sur le terrain souvent Bâtir, enfin notre parti politique bien sûr aussi. Hein, comment vous appréciez leur campagne? Oh, je vous dis que sur le terrain, la campagne se passe bon enfant. Quand on se rencontre, on fait même des échanges de gadgets. Bon, moi je suis Unir. Mon frère, il est Bâtir. Mais je n'ai pas de problème avec lui, hein. Et je suis sûr que lui aussi n'a pas de problème avec moi. D'accord. J'unis, on est ensemble, il bâtit, et puis on avance. C'est très important. Le Togo nous appartient. On l'a dit tout au début de cette émission, le Togo nous appartient, et c'est ce que nous avons en partage. Chacun apportera sa pierre. C'est ce qui est très important. Alors, disait une question à madame? Non, à madame, non. Mais si c'est l'heure de poser des questions à notre ami d'en face, je pourrais poser. Hein. Ah, d'accord. D'accord. Je sais que, alors pour ce qui concerne votre campagne, madame, malgré les invectives, ça et là, hein, particulièrement ces derniers temps, à l'encontre alors du Parti uni, à la suite alors de l'adoption d'une nouvelle loi fondamentale, le 25 mars dernier, on voit qu'UNI est toujours adoubé, même alors la mobilisation des populations semble être toujours en votre faveur. Et comment expliquez-vous cela? Parce que la population a adhéré à notre programme. Et je vous dis que si vous le voulez, je reviendrai après. Après les élections, je reviendrai ici, on va discuter de cette constitution, cette fameuse constitution-là. La population nous accueille et parce que la population, vous savez, même quand vous êtes dans l'amphi avec des étudiants devant vous et que vous avez un cours magistral, tout le monde ne comprend pas de la même façon la première fois. Hein. On est d'accord? Oui. Donc, nous, la population, il y a une partie de la population qui a déjà compris et qui est là. On n'a plus besoin de revenir pour leur expliquer quoi que ce soit. Mais je vous dis, attendons le 29 avril. Et puis on verra. Madame, il y a certaines personnes qui pensent que certains partis politiques de l'opposition et autres associations en lice pour ces élections, que je ne citerai pas forcément ici, sont plutôt un soutien de votre parti politique uni pour jouer le jeu. Et que dites-vous alors par rapport à cela? Vous savez, je ne peux pas demander aux Togolais de ne pas adhérer à Unir. Si moi je suis dans Unir, c'est que j'ai compris quelque chose. Et puis je peux demander à d'autres de venir dans Unir. Maintenant, s'il y a des partis ou des associations qui se disent, bon, nous voulons travailler avec Unir, je vous dis que ce sont des Togolais, non? Ils ne sont pas étrangers, hein? C'est leur pays. Ils ont vu, ils ont vécu dans ce pays, ils ont vu. Ils ont dit maintenant, nous voulons nous rapprocher d'Unir. Moi, je leur ouvre mes deux mains. Et je leur dis, soyez les bienvenus, asseyez-vous, on va travailler. Est-ce que vraiment il y a certains partis qui jouent le jeu avec vous? Jouer le jeu, c'est ça, c'est l'expression que je ne joue. Quel jeu? Est-ce que c'est un jeu? C'est pas un jeu. Si quelqu'un vous dit, bon, moi j'ai un parti, et que à la fin, je voudrais quand même adhérer au programme de Bâtir, par exemple. Vous allez dire qu'il est en train de jouer un jeu avec Bâtir? Non, les gens qui disent cela disent que mais c'est vous-même qui avez créé certains mouvements, vous savez, bon, ce que les gens disent, ce qui se passe en réalité dans ce pays, on se connaît. Hein, entre ce qu'on raconte et ce qui se passe en réalité. C'est pas un fossé qu'il y a, c'est un abîme. Hein. Donc il y a une grande différence entre ce qui est dit et ce qui est la réalité. Vous le savez mieux que moi. Je ne le sais pas, madame. Vous le savez. Je ne le sais pas. Alors, madame, nous allons revenir sur le bilan de l'UNI. C'est vrai que
depuis un temps, on sait quand même que c'est UNI qui a toujours la majorité comment l'appelle-t-on, à l'Assemblée nationale. Et c'est l'UNI qui est même au pouvoir. On le sait très bien avec le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Et finalement, par rapport même d'ailleurs à cette majorité que vous avez, je posais la question entre-temps, par rapport même d'ailleurs à ce bilan. Aujourd'hui, on peut établir quand même un bilan très reluisant, c'est ça? Oui. Un bilan reluisant dans les différents domaines. Vous avez cité un certain nombre de domaines, mais vous n'avez pas cité les infrastructures. Les infrastructures, voilà. Les infrastructures. Oui. Oui. On y est. Mais d'aucuns disent que par rapport aux pays limitrophes, que ces pays limitrophes sont en avance par rapport à nous et que nous sommes toujours, nous traînons toujours le pas. Oui, on traîne toujours le pas. Et je dis toujours, comparaison n'est pas raison. Les pays limitrophes, vous savez, un pays se développe par rapport à sa population. Hein. On ne compte que sur les êtres humains qui sont sur le territoire. Maintenant, quand vous prenez par exemple, le Togo est un petit pays qui se développe à son rythme. Je ne peux pas aller me comparer, par exemple, mais Paris ne s'est pas construit en un jour. Je ne peux pas dire aujourd'hui, bon, on peut faire des choses, on devait faire des choses, pourquoi on le fait à côté, pourquoi on ne le fait pas ici? Pourquoi on ne le fait pas ici? Parce que ces moyens-là, on ne les a pas encore. Le jour où on les aura. Parce que la fois dernière, j'ai entendu cette histoire de, comment vous les appelez, les échangeurs. Oui. C'est cette histoire d'échangeurs. Je dis, bon, au Togo, on n'a pas d'échangeurs. Moi, je n'ai jamais dit que j'avais un échangeur au Togo. Mais est-ce qu'il Quand on allait faire la route du contournement, il n'y avait pas un projet, il n'y avait pas sur le projet échangeur de comment vous l'appelez, du port. On nous a bien dit que c'était une route de contournement pour éviter aux Titans de passer en pleine ville de Lomé. On va faire une route de contournement. On n'a jamais parlé d'échangeur, hein. Mais qu'est-ce qui fait que jusqu'alors on n'a pas aussi un échangeur comme puisque... Ah oui, mais là, vous savez, cette question-là me revient toujours. Et j'ai dit la fois dernière sur une radio que je vais vous envoyer le ministère des TP. On va demander au ministère des TP de nous expliquer techniquement pourquoi on n'a pas d'échangeur. Maintenant, si ce n'est pas à son niveau, si c'est au niveau du ministère des Finances, nous, on va poser la question. Parce que les gens veulent savoir. C'est bien ça, non? C'est ça. OK. On va leur poser la question, pourquoi il n'y a pas d'échangeur? Pourquoi il n'y en a pas? On nous le dise, et pour qu'on puisse le traduire. Madame, depuis la dernière fois, quand vous avez posé la question sur une autre radio, vous auriez pu contacter votre cher militant, camarade militant des TP, militante des TP, militant des finances, pour avoir la réponse pour nous aujourd'hui. Bon, en fait, puisque les gens ont soif de cette réponse. Non, les gens ont soif de cette question. Les radios existent toujours. Moi, je vous dis que je vais revenir sur ces radios-là le moment venu pour la Constitution. J'étais à l'émission quoi là, pendant cette campagne-là. Ce n'est pas là que je vais aller organiser une séance de travail entre le ministre des TP et moi pour lui demander, parce que mais comment ça? Si je prends mon téléphone et que je l'appelle pour lui dire, mais pourquoi il n'y a pas d'échangeur à Lomé? Il me répond et puis je vais amener ça ici. Non. Il faudrait que j'approfondisse la question, qu'on m'explique exactement ce qui s'est passé peut-être depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, pour que je puisse comprendre moi-même et venir l'expliquer après à la population. Ah oui, c'est pas une histoire de téléphone. Non, justement, je suis parfaitement d'accord. Ah oui. Mais je me ça va être une séance de travail. Je me souviens avoir vu d'ailleurs une maquette au niveau de la primature. C'était au temps du Premier ministre Klassou, où il y a même d'ailleurs une maquette où il y a des échangeurs même d'ailleurs qui ont été placés, échangeurs au niveau alors de GTA. Oui, justement. Oui, moi, le premier échangeur que moi j'ai vu dessiné dans ce pays, c'était le rond-point du port. Peut-être pour apporter de l'eau au moulin de madame, et pourra peut-être placer le contexte. C'était le rond-point du port. Et quand vous prenez par exemple, quand vous arrivez la route d'Aného, et que vous arrivez au niveau de Simao, vous voyez bien que il y a un dessin là-bas, on se demande toujours qu'est-ce que c'est. On est d'accord.
Non, c'est toute cette question-là qu'il faut poser pour qu'on nous dise et qu'on puisse l'expliquer à la population. D'accord. C'est pas une histoire de coup de fil, hein. C'est une histoire de séance de travail parce que moi, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Il faudrait que je comprenne. Donc, je ne peux pas prendre un téléphone, demander à quelqu'un, Madame la ministre, Monsieur le ministre, je voudrais... Non. Qu'on s'asseye. Et qu'on nous dise, madame, voilà ce qui se passe. Madame, si vous permettez, c'est quand même depuis 2005, il y a les 20+, il y a plein de promesses d'échange de routes, d'infrastructures dans les 20+ de 2005. Dans le programme de 2010, vous avez été dans le gouvernement, vous connaissez tous ces programmes. Donc si aujourd'hui le Togolais vous demande... Je vous parle de moi. Ok. Vous avez compris? Que je m'asseye avec quelqu'un, que la personne me dise, Madame, voilà ce qui s'est passé. Je prends la genèse de l'histoire, on me dit, et puis là, maintenant, on s'est arrêté, ou on ne s'est pas arrêté, on continue, voilà là où on est. C'est ça que moi je voudrais. Madame, est-ce que ça peut être aussi un problème de moyens? Quand aujourd'hui, oui, il y a des voies qui sont bitumées dans le pays, mais aujourd'hui, on veut plus voir alors des autoroutes. Maintenant, on nous a parlé alors de cette voie Lomé Saint-Cassé qui devait être dédoublée, mais finalement, ça reste toujours un chimère. Ah oui. Il y a certainement un problème qui se pose quelque part. Est-ce qu'il est financier? Est-ce qu'il est technique? C'est ça que moi je voudrais savoir avant d'en parler. Vous avez compris mon problème? Je veux savoir le problème du fond. Est-ce qu'il est seulement financier? Ou bien est-ce qu'il y a un problème technique? Mais est-ce que jusque-là, vous n'avez pas cherché à comprendre? Non, pour le moment, jusqu'à présent, non. Parce que moi, quand les gens me disent qu'ils ont publié des photos en disant, voilà les échangeurs dans telle capitale, et puis au Togo, on publie la photo de la route de contournement. Je dis non. Ce dossier-là, moi, je le connais. Il n'a jamais été question il a été question... D'échangeurs, vous voulez dire? Il n'y a pas eu question d'échangeurs là-bas. On a dit une voie de contournement pour permettre aux gros porteurs de ne plus traverser la ville de Lomé. Ça, je connais. J'en parle. Voilà. Alors, madame, sur le plan social, je voudrais également, quand on parle un tout petit peu alors des questions alors de la jeunesse et aussi des chômages, c'est cette question qui, enfin, ce problème qui gangrène surtout la jeunesse. Qu'est-ce que vous comptez faire? C'est vrai, vous avez dit qu'il y aura des améliorations. Comment vous comptez faire pour réduire le chômage? Oui, c'est l'entrepreneuriat des jeunes, hein. Il faudrait dire, parce que moi je me dis, il y a de toute évidence, la fonction togolaise ne peut pas éponger toute cette jeunesse qui monte. Ça, c'est pas possible. Mais il faudrait alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit leur prévoir? C'est l'entrepreneuriat des jeunes. Qu'ils se mettent ensemble. Dans le milieu agricole, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est ça. Revoir même la structure de cette jeunesse montante. Quand vous êtes au niveau de la colombe de la paix, que vous voyez les élèves sortir du collège Saint-Joseph, du lycée, mais est-ce que vous avez déjà vu ce spectacle-là? Vous allez vous demander à vous-même, mais demain, on va en faire quoi? C'est une jeunesse montante. Il faut la canaliser. Il faut l'aider. Donc, on est en train de voir dans toutes les branches où on peut avoir des projets pour ces jeunes-là. Et ça commence petit à petit. On est à un point où je ne peux pas vous dire que d'ici 2 ans, à 100%, il n'y aura plus de chômeurs au Togo. Ça n'existe nulle part. Mais il doit y avoir une politique bien définie. Il doit y avoir une politique bien définie et qu'on puisse petit à petit les canaliser. Vous savez, moi, je suis de la fonction publique. Hein. J'ai fait toute ma carrière dans la fonction publique togolaise. Mais quand je suis revenu de mes études et que je suis rentré dans ce pays, on me cherchait.
pour que je puisse venir travailler. Aujourd'hui, si vous ne passez pas de concours, vous ne rentrez pas dans l'administration togolaise. Moi, je n'ai jamais connu ça. Donc, c'est vous dire que... Aujourd'hui, la population aussi n'est plus la même, comme avant ou à votre époque. Et cette population augmente toujours, continue d'augmenter. Et ça devient un défi pour l'État. Et oui, ça devient un défi pour l'État. Et je vous dis, on ne s'arrête pas. Madame, est-ce que l'État ne prévoit pas? Gouverner, c'est prévoir. La population togolaise, dans 5 ans, on sait à peu près l'estimation. Dans 10 ans, l'estimation. Donc, il faut prévoir les emplois et pour que ça puisse les atteindre. Oui, tout à fait, madame. Est-ce qu'on aura besoin pour un gouvernement de vision, pour une gouvernance de vision, c'est des choses qui se projettent davantage. On écoute. Mais les projets, on les a. Hein. Les projets, on les a. Je vous ai dit, vous voyez très bien que les projets, on n'arrête pas de faire des projets dans ce pays. Maintenant, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des pays dans le monde où vous avez 0% de chômeurs, quoi. Et c'est peut-être ça qu'on voudrait pour le Togo. Non, ce n'est pas ce que nous disons forcément, madame, mais c'est qu'il faut une réduction même d'ailleurs de ce taux de chômage. C'est ce que nous disons. Et là, puisque le constat fait par après, c'est que alors les jeunes préfèrent aujourd'hui partir à l'extérieur. Et ce n'est pas bon pour notre pays, je pense bien. Cet exode des jeunes, on en trouve partout. Ce n'est pas une raison pour que les Togolais partent. Mais les jeunes préfèrent partir. Là où ils vont, il n'y a pas l'Eldorado non plus. Hein. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'il manque quelque chose, j'allais dire, dans leur propre pays? C'est pour cela que... Ah oui, mais les insatisfaits, on en aura toujours. Mais il y en a aussi qui sont restés. Mais quand ça restent. Mais quand ça devient nombreux, je pense que ça doit être... Nombreux, qu'est-ce que vous appelez nombreux? C'est-à-dire quand les gens sont là et qu'ils disent que maintenant, nous préférons quitter le pays. Ah, ok, ça... Ils préfèrent quitter le pays, ils n'ont pas encore quitté, ils sont là. Ils ne sont pas morts de faim non plus. Il n'y a pas encore la famine au Togo. Mais justement, nous voudrons dire, mais est-ce que déjà l'État ne doit pas prévoir tout cela et déjà... Mais l'État le prévoit si on fait des projets. Si on fait des projets, les projets, ce sont les projections de l'État. C'est l'État qui prévoit les projets, non? Et dans 5 ans, peut-être pour réduire le chômage, c'est quoi ce que l'État a prévu? Ce que l'État a prévu. Je vous parle de l'agriculture, de l'entrepreneuriat des jeunes. Tout ce qu'il y a eu comme projet des jeunes dans ce pays, c'est l'État qui les a prévus. On a l'impression que pour ce qui concerne surtout l'entrepreneuriat des jeunes, aujourd'hui, cela a du plomb dans l'aile, ça ne marche pas en tant que tel. C'est quoi le souci? Oui, mais c'est un projet qu'on a lancé. Au fur et à mesure, il faut corriger ce qui ne va pas. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On n'a pas abandonné le projet. Hein. Le projet n'a jamais été abandonné. Un projet, on ne l'abandonne pas. On l'améliore. Au fur et à mesure qu'on évolue, dès qu'on trouve qu'il y a des failles quelque part, on dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas créer autre chose, on ne peut pas faire ci. Mais on a l'impression que des fois, les gens s'imaginent que quand on sort un projet, on dit, bof, il est sorti et puis bon, nous on croise les bras, on le regarde. Non. On le suit. Un projet vit. Un projet, il évolue. Et c'est ce que nous faisons. Cette évolution-là, on doit la suivre. Hein? Sinon, on n'aura rien fait. Est-ce que cette évolution, vous la suivez aujourd'hui? Bien sûr. Et vous avez des résultats escomptés? Oui, des résultats escomptés. Et c'est quoi concrètement ces résultats? Ah oui, mais c'est-à-dire que le projet, à un moment donné, peut-être qu'on va le diviser en 2, ou peut-être qu'on va le continuer comme ça, mais avec d'autres branches, pour qu'on puisse aboutir. Parce que comme vous le dites, la jeunesse, elle augmente toujours. Tous les ans, il y a des jeunes qui finissent une formation. On les met où? Il faudrait leur prévoir quelque chose. C'est très important. Ah, très important. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, c'est tous les ans. C'est tous les ans, hein? D'accord. Didier?
Non. D'accord. C'est vrai que par rapport maintenant à cette question alors de campagne électorale, puisque nous y sommes toujours, hein, nous allons toujours parler alors de cette campagne, puisque c'est ce que vous voulez bien, madame. Vous voulez qu'on parle alors de cette campagne électorale jusqu'à ce que cette émission ne finisse, bien sûr. Alors, quel est le positionnement alors du Parti uni, d'abord ici à Lomé, dans le Golfe et tout, et quel est ce positionnement et quand on veut voter unir? Le positionnement. Oui, le positionnement de l'unir. Je vais bien parler du bulletin, hein, sur le bulletin bien sûr. Ah, sur le bulletin. Ah, décidément, vous ne l'avez pas. Non, on n'a pas de bulletin Vous ici. n'avez pas. Non, nous n'avons pas non plus. Oh, pourquoi? Normalement, c'est vous qui devez l'avoir, madame. Oh, non, les émissions, moi je suis parti. C'est vous qui devez l'avoir. Les radios avec quand même un spécimen, ils nous ont montré. D'accord, moi je croyais que vous devez venir avec cela, c'est important. Alors... Ça, non, donc, au cours de la campagne, ils savent, hein, ils le font... Le message, aujourd'hui, on veut plus alors quand même que ces élections se déroulent dans la paix et dans la transparence et avec tous les adjectifs possibles hein, qui accompagnent cela. Alors, au niveau alors du parti au pouvoir, qu'est-ce que vous faites alors pour que ces élections se déroulent dans la paix totale? Je vous ai dit que pour lancer la campagne, le président a fait un discours de paix. Et nous, au cours de la campagne, on ne fait que ça. D'ailleurs, on le dit que notre colombe ne symbolise que la paix. Donc, on demande à tout le monde, nous sommes tous des Togolais. Là. Ce pays, c'est notre souci à nous tous. Comment faire pour s'en sortir? Comment faire pour évoluer? Comment faire pour que le Togolais ait un minimum de satisfaction? Donc, quand on réfléchit ensemble à ces idéaux-là, mais on n'a pas le temps d'aller dire du n'importe quoi à l'autre. Hein. C'est ça. Mais si tout le monde sait que le Togo, c'est son pays, ça lui appartient, et qu'on doit vivre en bonne entente, en paix avec son voisin, venez ensemble, on va construire, venez ensemble, on va bâtir, venez ensemble, on va unir. Mais on va évoluer. Au lieu que moi, je reste dans mon coin en disant je suis morfondu, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas entendre. Non. Mais aussi, c'est aussi le droit alors de certains de ne pas être d'accord. Oui, mais il faudrait quand même qu'on puisse savoir que quand on est dans un pays, bon, la première aspiration, c'est le pays. C'est pas moi personnellement, parce que c'est le pays. On évolue dans ce pays. Voilà. On a des enfants dans ce pays. Est-ce que vous pensez... On a des petits-enfants dans ce pays. Est-ce que vous pensez que le camp d'en face, vos adversaires, bien sûr, aussi font assez d'efforts pour que du moins cette campagne, enfin, cette élection se déroule alors dans... oui, moi, sur le terrain, ce que j'ai vu sur le terrain, je ne peux pas dire qu'ils ne font pas d'efforts. Je ne peux pas le dire. Il faut, dans la vie, il faut être véridique. Je vous dis, j'ai vu des colonnes de campagne rencontrer les nôtres. Baba, bientôt, Baba, donne-moi un tricot. Oh non, moi je ne veux plus. J'ai déjà pris ça, donne-moi l'autre, donne-moi une casquette. Bon, moi je me suis dit que ça allait bon enfant. Hein. Je n'ai pas vu d'animosité. Je n'en ai pas vu. Jusqu'à présent, personnellement, je n'en ai pas vu. Il y a des gens même d'ailleurs qui s'embrassent. Ah oui, la fois dernière, moi j'étais à une émission, il y avait une partie d'opposition avant que je n'arrive. J'ai attendu. Et quand ils sont sortis, on s'est rencontrés dans le couloir. On s'est dit bonjour, je leur ai dit, mais vous avez bien travaillé, bonne journée, continuez. Et puis moi je suis rentré en studio. Ça dit l'ambiance est conviviale. Oui, l'ambiance est conviviale. Je vous dis, moi, quand je suis au Togo, je suis à l'aise. Hein. Je suis à l'aise dans ce pays, moi. Parce que, je ne sais pas, je n'ai pas d'animosité envers qui que ce soit. Quelqu'un que je ne connais pas, qu'on me présente. Vous savez, moi, je ne suis pas très physionomiste. Hein. Parce que dans mon métier, quand vous lancez des agents sur le terrain, que vous travaillez avec 4000 agents, 3000 agents, vous n'avez pas le temps de fixer tous ces visages-là. Mais il y a des gens qui me disent, madame, je vous ai connu. Tout à l'heure, quand le monsieur est arrivé, il a dit qu'il m'a connu en tant que ministre, en tant que député. Il n'a pas menti.
ce qu'il a dit. J'ai occupé tous ces postes-là dans ce pays. Mais moi, peut-être que je ne le verrai pas pour le dépasser. Parce que quand il est arrivé, j'ai vu que ce visage n'était pas inconnu. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui qui il est. Tout ce que je sais, il est togolais. À partir de Que ce c'est un moment, compatriote. à partir de ce moment, nous avons un dénominateur commun. Il a le droit de me connaître, j'ai le droit de le connaître, j'ai le droit de travailler ensemble, on a le droit de discuter ensemble, on a le droit de s'informer ensemble. C'est mon frère, il est togolais. Si je sors aujourd'hui, on me dit, madame, votre pièce d'identité, la pièce que je vais sortir, il va le sortir. À partir de ce moment, on marche ensemble, on discute. Il me dit, c'est ça. Je lui dis, non, moi j'aurais pensé, moi j'aurais cru qu'en faisant comme ça, on peut arriver à ça. Au cours de nos discussions, si on arrive à tomber d'accord, Ce qui veut dire qu'il peut y avoir des divergences. il peut y avoir comme ça. Mais c'est un être humain, un être pensant. Je peux apprendre de sa discussion et il peut apprendre de ma discussion aussi. À partir de ce moment, il n'y a pas d'animosité. Hein? Ah oui. Il peut me dire aujourd'hui, là où je suis là, j'aurais peut-être besoin d'un service aujourd'hui. En sortant d'ici, je le vois, il me dit, je dis, mais j'ai besoin de ça. Il me dit, mais madame, je vais vous aider. Cet après-midi, faites ci, faites ci, faites ça. Le tour est joué. C'est un Togolais. Pour moi, c'est ce qui compte. Ce qui veut dire que le Togo doit être notre priorité. C'est notre priorité. Madame, si vous avez un message, il nous reste pratiquement 2 minutes pour clôturer la première partie de cette émission, puisque à la deuxième partie, il y aura nos compatriotes togolais, bien sûr, qui vont s'exprimer. Mais alors, déjà, si vous avez un mot à dire par rapport à cette opération de charme, la campagne, pour que des gens votent pour unir, qu'est-ce que vous allez dire alors à ceux qui nous écoutent? Chers auditeurs, comme vient de le dire Pascal, nous arrivons à la fin de notre émission. Et ce que je voudrais vous demander, le 29 avril prochain, votez unir. Votez unir pour que ce pays puisse aller de l'avant, pour que ce pays puisse continuer sur la ligne de l'évolution que UNIR a tracée depuis un certain temps. Et vous allez voir le fruit de la paix, le fruit du développement et le fruit du Togo toujours en avant. Je vous remercie. Madame Harriet Amedjogokovi, merci d'être passée dans cette émission. Ça fait toujours plaisir, à nous alors de vous recevoir dans cette émission. Il est à l'oblige, nous allons recevoir plutôt notre invité, et tel que vous avez écouté même d'ailleurs sa voix entre-temps, c'est Monsieur Fiacre Atou. Monsieur Fiacre, bonjour. Bonjour Pascal. Alors, je parlais alors de cette campagne électorale et je sais que vous faites partie alors de Bâtir. Et aujourd'hui, comment ça se passe bien sûr sur le terrain? Oui, nous avons démarré la campagne tout comme les autres formations politiques. Et donc, une semaine de campagne bouclée. Et je peux dire que ça va. Et ça a démarré timidement, mais maintenant ça va. La population nous accueille et il nous écoute et il nous parle aussi. Et donc, je peux dire que nous discutons, nous faisons une bonne campagne, les populations nous reçoivent et nous écoutons leurs doléances, leurs problèmes, leurs désirs et nous leur répondons. Alors, nous prenons note. Voilà, quand vous dites que vous discutez, qu'est-ce que vous leur dites d'habitude? Pour ces élections, et Bâtir y prend part pour demander aux populations de continuer par oser croire à un lendemain meilleur de notre chère patrie, le Togo. Pourquoi? Et nous avons remarqué que beaucoup de nos compatriotes se plaignent à l'issue des élections. Nous avons remarqué que les élections ont souvent été source de conflits dans le pays. Et donc, Bâtir est en train de se créer une troisième voie. Cette voie-là qui veut être celle
qui porte la voix des populations, cette voix qui veut sortir du bipolarisme politique que connaît notre pays depuis plus de 30 ans maintenant et qui est à l'origine des différents problèmes que nous traversons jusque-là. Et ça a fait que les populations sont désespérées, découragées, déçues. Il y a des gens même qui ne veulent plus entendre parler des questions d'élection. Il y a ce découragement même de s'intéresser à la gestion de la chose publique. Le désespoir veut gagner certaines personnes. Donc bâtir se veut cette voie-là qui veut rassurer pour demander à tout le monde qu'on peut continuer par quoi, en se mettant ensemble pour travailler pour un avenir meilleur. Et nous leur disons que nous voulons nous mettre à leur côté pour qu'ensemble nous puissions travailler afin de régler les problèmes que nous avons, mais en écartant personne, en travaillant avec tout le monde, en mettant de côté les questions de couleur. L'inclusion sera de mise. Voilà. Et donc, c'est ce que nous disons aux populations et elles y adhèrent. Alors, vous dites qu'elles y adhèrent. Comment ça se passe? Comment elles accueillent, ces populations accueillent souvent ces messages? Nous faisons beaucoup de pédagogie sur le terrain. J'ai dit tantôt que nous avons créé plusieurs cellules dans les différentes préfectures, dans les cantons, dans les communes. Et les responsables de ces cellules sont formés par l'instance supérieure du parti qui véhicule cette idéologie, cette vision qu'est de faire la politique autrement dans les populations. Et donc, certaines personnes de ces populations sont également formées et qui occupent des postes dans nos structures décentralisées au niveau du parti. Donc, ils font déjà un travail de terrain pour semer cette graine de bâtir afin d'amener les populations à comprendre que aujourd'hui, on doit taire les divergences, on doit se mettre ensemble pour d'abord identifier c'est quoi nos problèmes et ensemble trouver des voies et des pistes de solutions à ces problèmes. Donc, déjà, ce travail préliminaire qui est déjà fait sur le terrain étant un acquis, et lorsque la campagne arrive et que nous allons sur le terrain, vous convenez avec moi que ça ne peut être que sur une bonne note qu'on nous reçoive. Donc, déjà, là où nous avons nos bases, nous sommes bien accueillis, nous avons des équipes qui travaillent correctement sur le terrain et qui nous aident à intégrer dans les différentes couches de notre population. Alors, nous faisons l'état de la situation et de notre pays, ce que nous avons traversé jusqu'à maintenant, et nous donnons aussi le résultat que nous avons eu de ces années de tergiversance politique. Et nous nous sommes dit qu'il est temps de taire à la politique politicienne et il faut aller à la recherche des solutions qui puissent régler les besoins urgents de nos populations auxquelles se trouvent. Voilà, monsieur Fiac, c'est vrai que vous avez fait déjà l'expérience de l'Assemblée nationale et parce que vous êtes député à l'Assemblée nationale, comme je le disais. Alors, aujourd'hui, c'est quoi le bilan de votre participation à aux travaux de l'Assemblée nationale durant les 5 ans que nous venons alors de boucler? Merci. Et c'est la première fois que nous siégeons à l'Assemblée nationale. Nous venons de boucler les 5 ans, comme vous l'avez dit. Et durant ces 5 années, nous avons beaucoup appris. Et il faut rappeler le contexte dans lequel nous avons décidé à la dernière minute de nous jeter dans cette bataille afin de pouvoir siéger à l'Assemblée nationale. Nous avons traversé une crise 2017-2018 et au terme de l'année 2018, il y a eu les élections que la majeure partie de l'opposition a choisi de boycotter. Et nous nous sommes dit qu'il ne fallait pas boycotter les élections parce que le boycott a fait trop de mal à notre pays déjà en 2002 où la constitution de 92 avait été modifiée. Donc qu'il ne fallait plus jamais boycotter une élection dans ce pays. Alors,
Nous sommes allés à l'Assemblée nationale. Nous avons appris beaucoup parce que notre vision, c'est de rester avec tout le monde, c'est d'apprendre de tout le monde et de proposer des solutions. De ne pas être radical pour être radical. Nous avons participé activement aux travaux, que ce soit en commission ou en plénière. Nous n'avons pas fait d'interpellation écrite, mais toujours quand les commissaires du gouvernement passent à l'Assemblée, nous profitons de l'occasion pour les interpeller sur les questions d'actualité, des questions que nos populations nous transmettent. Et donc, nous faisons partie de ces députés et qui interviennent souvent, qui posent souvent des questions à l'Assemblée nationale, aux ministres et à tous les commissaires du gouvernement et qui y passent. Nous avons participé à des ateliers sur le plan national, des ateliers de renforcement de capacités. Nous avons participé activement à tout ce qui est du rôle du député, à savoir légiférer et contrôler l'action du gouvernement. De quand s'attend à ce que, déjà dans votre législature, que vous fassiez alors des propositions? Est-ce que vous êtes arrivé à faire des propositions? Et si oui, c'est concrètement sur quoi? Dans quel domaine? Bâtir n'a pas encore fait de proposition de loi, du moins pour l'instant. Et donc, est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas constaté quand même des problèmes au sein de la société pour en faire une proposition de loi? Notre société a plein de problèmes, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas de loi. Nous avons assez de lois, nous avons assez de tests qui, normalement, si ces lois sont respectées, sont bien appliquées dans notre pays, nous n'allons pas avoir autant de problèmes. Il y a les tests qui sont là, mais qui sont pour la plupart du temps laissés de côté ou mal appliqués. Il y a eu plusieurs... notre code pénal est là, mais il y a des gens qui s'amusent avec, je peux le dire comme ça, entre parenthèses, qui s'amusent avec l'argent du pays. Mais cela entraîne l'impunité. Vous voyez, il faut juste qu'on puisse appliquer la loi, qu'on ait cette volonté d'appliquer la loi. Ce n'est pas les lois qui manquent en fait. Ça ne veut pas dire que bâtir ne doit pas ou ne peut pas faire de propositions de loi. D'ailleurs, pour cette nouvelle législature qui arrive, si les populations accordent le suffrage aux candidats de bâti et qu'ils sont élus, qu'ils sont fortement représentés à l'Assemblée nationale, le travail que nous ferons, c'est de veiller, c'est de demander surtout la relecture de certaines lois et d'agir pour que des lois soient respectées dans le pays afin que l'impunité ne soit plus leitmotiv ou la clé qui nous dirige dans le pays. Parce qu'il y a eu il y a plein de trucs qui sont créés, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas des gens... Alors vous avez l'impression que ça ne sert à rien? Non, je n'ai pas dit ça, je viens de le dire tantôt, que ça ne voudrait pas dire que bâtir ne doit pas ou ne peut pas faire de proposition de loi. Nous allons le faire. Mais j'ai complété par dire que nous allons d'ailleurs demander la relecture de certaines lois ou de certains tests. Aujourd'hui, durant les 5 ans, nous avons beaucoup appris, nous maîtrisons mieux. Au terme de ce mandat, nous pensons que nous connaissons la procédure parlementaire, nous la maîtrisons. Nous avons aujourd'hui bâti à évoluer. Nous étions candidats en tant qu'indépendants. Au lendemain de ces élections, nous nous sommes constitués en parti politique. Aujourd'hui, nous avons plusieurs commissions, nous nous sommes vraiment organisés. Il y a des commissions qui sont là, qui vont s'occuper dorénavant de ces questions. Et nous avons des conseillers qui vont nous aider à aujourd'hui mieux aborder la chose. Mais j'ai dit que nous ne sommes pas allés rester là-bas les bras croisés. Nous avons toujours posé des questions. En matière de projet de société aujourd'hui, déjà, en quoi se décline votre projet de société? Nous voulons agir sur le budget. Nous voulons participer activement à l'élaboration du budget de l'État en fin de chaque année pour que les besoins profonds des populations, les problèmes sociaux puissent trouver des problèmes. Nous voulons collaborer avec tout le monde pour qu'ensemble on puisse s'asseoir pour trouver des solutions à nos problèmes.
Vous allez remarquer que bâtir peut avoir, les actions de bâtir peuvent avoir une connotation beaucoup plus sociale. Si vous allez sur notre site internet ou sur nos pages et sur les réseaux sociaux, vous allez voir que nous faisons beaucoup plus d'actions sociales. Nous voulons envoyer un message à tous les partis politiques et le parti au pouvoir que, en réalité, ce n'est pas de notre devoir de faire ça, et c'est eux, le gouvernement, c'est à eux de le faire, le parti au pouvoir. Ils doivent écrire des projets. Il y a des projets, il y en a plein. On ne peut pas, si on veut commencer par citer, on ne va pas en finir, mais comment ces projets sont gérés. Donc, notre projet aujourd'hui, nous allons beaucoup plus lutter pour que les deniers publics soient bien gérés et ceux qui vont s'amuser avec les fonds du pays puissent être poursuivis et pour qu'ils puissent rendre les fonds, pour que ces fonds-là servent à construire des routes, ces fonds servent à construire des hôpitaux, pour que ces fonds servent à créer des emplois. Nous n'allons pas faire, nous ne demandons pas de faire une chasse aux sorcières, mais les gens prennent avec l'argent du pays, il faut qu'on puisse les ramener et que l'argent là soit investi dans le pays plutôt que ces fonds soient envoyés à l'extérieur ou que ça reste dans les maisons des gens ou dans des cartons de macaroni, je ne sais pas. D'accord, Didier. Si c'était un journaliste qui avait dit ça, on l'aurait pris. Mais puisque c'est un député de la nation qui le dit, donc voilà, bref. Il a l'immunité parlementaire, donc on ne peut pas le chercher. Mais je voulais demander à monsieur Atou, que j'ai connu de loin en tant que membre de Noubouéké, d'un mouvement comme ça, qui était très actif. Et je vois qu'il a toujours ses idées en tête, les idées n'ont pas véritablement changé. Qu'est-ce que UNIR n'a pas pu faire et que Bâtir peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce que UNIR n'a pas pu faire pour le développement du Togo que compte faire Bâtir? Et une question subsidiaire, vous avez dit si les populations vous font confiance et que vous êtes fortement représenté à l'Assemblée nationale, comment est-ce qu'un parti politique peut espérer être fortement représenté à l'Assemblée nationale si le parti n'a que des listes dans 6 circonscriptions sur les 39 que compte le pays? D'accord. Monsieur Fiacre? Le projet de Bâtir s'inscrit dans le temps. Avec 12 députés, 10 députés, 7 députés, nous pensons que nous représenterons une vraie force. D'ailleurs, ce n'est pas un regret que nous ne sommes pas allés dans plusieurs préfectures. Hein. Nous avons des bases, hein, nous avons des atouts, mais nous voulons y aller avec assurance. Si nous allons quelque part, c'est que nous nous mettons à l'esprit que nous devons revenir avec au moins la moitié des sièges en jeu. Et donc, nous voulons y aller à pas, mais avec assurance. La manière avec laquelle nous voulons travailler, nous voulons faire beaucoup plus dans la concertation. Nous voulons faire beaucoup plus dans la diplomatie de couloir. Nous voulons discuter même avec les autres, les députés des autres couleurs à l'Assemblée nationale. Parce que ce qui nous importe aujourd'hui, nous devons arriver à réunir tout le monde et à se dire que ce n'est pas avec la violence, ce n'est pas forcément le fauteuil présidentiel qui doit être notre problème. Vous voyez? Parce que pendant longtemps, la lutte qui a été faite ne concerne que ça. Et on ne sait véritablement pas quelle est la part qu'on réserve au peuple dans notre lutte politique. Et ce que font les deux blocs que nous avons connus depuis 30 ans, c'est une course vers le fauteuil présidentiel. Et les populations qui votent pour ces deux blocs-là, nous pensons que ces populations sont laissées à leur triste sort. Et donc, nous voulons être à leur côté. Étant à leur côté, si on est à l'Assemblée nationale, nous voulons faire l'effort pour qu'avec les deux blocs-là, nous puissions vraiment échanger avec sincérité et qu'il y ait de la confiance pour qu'on puisse s'occuper véritablement des problèmes de notre pays plutôt que de créer
volontairement des crises et mettre des valises d'argent dans des palais que les gens iront chercher tout le temps, et alors que les gens sont en train de battre le pavé, et le problème pour lequel les gens étaient sortis dans la rue, le problème demeure exact. Et donc, nous voulons amener les deux blocs. Ce n'est pas qu'on veut travailler pour eux, on est là pour réconcilier qui que ce soit, mais nous voulons défendre l'intérêt des populations. Parce que si on est divisé, on ne pourra rien faire. Donc il faudrait que, sincèrement, on puisse s'entendre pour la recherche du meilleur devenir de notre nation. Parce que depuis longtemps, ça traîne. Regardez ce qui se passe dans les pays à côté de nous. Cela ne veut pas dire que dans ces pays-là, les gens ne font pas la course au fauteuil présidentiel, mais à un moment donné, ils pensent à l'essentiel. Ils pensent à ce qui doit nous réunir, ce qui doit nous faire bouger. Donc voilà ce que Bâtir veut faire. Alors, et par rapport à votre dernier développement, s'il arrivait que vous avez aussi des députés à l'Assemblée nationale dans la prochaine législature, s'il y a lieu alors de faire alliance soit avec l'opposition et le parti au pouvoir, qui vous choisirez? Très belle question. Nous choisirons le camp du peuple. Nous choisirons le camp du peuple. Aujourd'hui, nous sommes à l'Assemblée nationale, mais nous sommes des non-inscrits. Nous n'avons choisi aucun camp. Nous sommes les deux députés de Bâtir qui siègent à l'Assemblée actuellement ne sont dans aucun groupe parlementaire. Nous voterons toujours les lois que nous, Bâtir, jugeons bénéfiques pour nos populations. Nous n'avons pas à faire des camps. C'est cette histoire de camp que nous ne voulons pas. D'accord. Alors, s'il y a lieu, enfin, à l'Assemblée nationale, si dans la prochaine législature, si vous devrez faire une proposition de loi, quelle serait votre première proposition de loi? Ben, il y a des équipes, nous avons plusieurs domaines sur lesquels nous travaillons. Et donc, tout de suite, nous voulons qu'on puisse relire certains tests il y a plusieurs tests qui prennent en compte les difficultés des populations, c'est-à-dire tout ce qui a trait au panier de la ménagère. Et il y a les lois sur le commerce, il y a les lois sur l'exploitation de nos ressources minières, il y a des lois sur la gestion de certaines sociétés du pays. Donc, nous travaillons sur des tests que nous allons déposer et si nous sommes élus. Mais l'objectif visé est que ces tests que nous voulons proposer puissent apporter un plus sur le panier de la ménagère. Est-ce que c'est pour rien que vous n'avez pas touché l'électricité, l'eau, qui constitue, qui constitue des problèmes aujourd'hui pour les Togolais? J'avais parlé tantôt que tout ce qui contribuera à l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos populations, nous allons essayer de travailler pour amener à ces améliorations-là. Parce que il faut dire que tout de suite, là, Bâtir n'a pas les leviers et du pouvoir, Bâtir ne peut rien décider. C'est pourquoi d'ailleurs, nous préférons jouer la carte de la diplomatie de couloir pour que les gens comprennent vraiment. Parce qu'il y a eu tellement trop de menaces. Si nous arrivons au pouvoir, nous allons vous chasser et tout et tout. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, nous devons aussi reconnaître nos forces et nos faiblesses. Parce que si avec des incantations, on pouvait dégager, comme les gens le disent entre guillemets, du pouvoir, je crois qu'on l'aurait fait. Et donc, aujourd'hui, il faut y aller autrement, en discutant sincèrement. J'ajoute, et je pèse bien mon mot, sur la sincérité. Il faut être sincère dans la discussion, rassurer toutes les parties pour que les Togolais s'en sortent gagnants, parce que ça ne va pas. Donc, on ne va pas continuer comme ça. Des gens sont morts, des gens sont emprisonnés, des gens qui sont allés en exil. Il a dit tantôt qu'il m'a connu de loin en tant qu'un des membres du mouvement Nombreké. J'ai fait la prison dans ces histoires-là. Et donc, aujourd'hui, moi, je pense qu'il ne faut plus aller comme ça. Et il faut revoir les cartes et prôner, travailler pour la sincérité dans la gestion de la chose publique. Et il faut que les partis au pouvoir aussi puissent être disponibles pour faire des concessions et avoir l'esprit qu'en réalité, bon, c'est le peuple
qu'il faut défendre, c'est le peuple. Il faut travailler pour le peuple et non pour soi. Il faut que ceux d'en face aussi puissent savoir que voilà, on a des faiblesses et il faut puiser ailleurs pour pouvoir équilibrer les choses pour que le peuple soit le véritable gagnant de ce que nous voulons faire. D'accord. Didier? Oui, j'écoute l'aîné Fiacre. Je voulais le titiller un peu. Il dit que le parti Bâtir ne souhaite pas être dans les clivages de camps et autres. En 2020, je me suis amusé tout à l'heure, je ne sais pas qui a envoyé, peut-être que les gens l'écoutent de l'Ouest, dans un groupe WhatsApp, quelqu'un a balancé une affiche où en 2020, Bâtir appelait à voter for Gnassingbé. Est-ce que Bâtir est toujours dans cette logique? Voter for Gnassingbé, même à ces élections législatives? Merci pour la question. C'est voter unir. Nous avons suffisamment répondu à cette question depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Nous allons continuer toujours par éclairer la lanterne des gens qui n'ont pas encore compris notre positionnement politique pour le compte de l'élection présidentielle de 2020. Plusieurs candidats étaient en liste. Il y avait 6, je crois. Presque eux tous nous ont approchés parce que Bâtir n'était pas encore prêt en 2020. Bâtir n'a pas encore émaillé tout le territoire national pour pouvoir positionner un candidat et espérer gagner. Parce que nous, si nous voulons aller à une élection, c'est que nous voulons avoir une certaine assurance de pouvoir gagner. Nous ne voulons pas faire de la figuration, nous ne voulons pas dépenser inutilement de l'argent. L'argent là, nous pouvons aller construire des toilettes, nous pouvons aller construire des bâtiments scolaires pour nos populations. Alors, de ce fait, en 2020, je dis que presque tous les candidats nous ont approchés, nous leur avons posé des questions, échangé avec eux par rapport à leur vision, qu'est-ce qu'ils comptent faire pour nos populations et tout et tout. Alors, le candidat for Gnassingbé était celui qui nous a beaucoup plus rassurés. Et quand nous voyons les démarches des autres, quand nous voyons les actions des autres, nous avons jugé en ce moment, et c'était devant la presse, que nous avons communiqué les raisons. Et donc nous avons pensé qu'il faudrait plutôt appeler nous, nos militants, à voter pour lui. Et dans la vie politique, il y a de ces alliances, il y a de ces appels qui arrivent à point. Ça s'est passé en 2020, nous avons appelé à voter pour lui à cause de son projet. Nous n'avons pas appelé à voter pour son parti. Nous n'avons rien en commun avec son parti. Nous avons demandé à voter pour ce candidat. Alors, s'il doit y avoir encore une élection présidentielle, Bâtir se prononcera à point. Mais sachant que tout parti politique est amené un jour à vouloir diriger le pays. D'accord, c'est compris. Nous sommes à la fin de cet entretien, de cette émission. Alors, dites-nous, quel est ce mot que vous voulez adresser à votre électorat qui est à l'écoute actuellement? Nous voulons demander à nos populations de ne pas céder à la désolation, de ne pas céder au découragement, mais de continuer par croire à un lendemain meilleur de notre cher pays, le Togo. Nous voulons leur demander de faire confiance au bloc alternatif togolais pour une innovation républicaine. Bâtir, dans les 6 circonscriptions où Bâtir est candidat pour les 2 listes pour les élections régionales et législatives. En 5 ans, nous avons agi, nous avons fait beaucoup d'actions, nous avons posé beaucoup de pas. Nous pouvons faire mieux si nous avons plus d'élus à l'Assemblée nationale et dans les conseils régionaux. Et Bâtir ne peut jamais vous trahir. Nous tenons à cœur vos préoccupations. Nous sommes la 3e voie, cette voie-là, qui est à vos côtés, qui peut porter vos aspirations loin. Et les actions que nous avons posées sur le terrain sont assez légendaires et vérifiables sur le terrain. Et donc, que ce soit à Aguenivé, dans le Golfe, dans le lac, dans le Zion, dans la V et dans le Daï, j'appelle les populations qui sont détentrices de cartes d'électeurs à voter pour les listes Bâtir.
D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Fiakratou, d'être passé dans cette émission et bonne chance à vous par rapport à cette course électorale dans laquelle vous vous trouvez. Merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci aux fidèles auditeurs de Caro et Radio Canal FM. D'accord. Didier, nous sommes à la fin de cette émission. Oui, ça a été un plaisir pour moi de t'accompagner à animer cette émission et d'avoir reçu nos hommes politiques. Et donc, merci aux éditeurs qui nous ont écoutés. Tout le plaisir est partagé d'être ici tous les lundis. Le rendez-vous est pris pour le lundi prochain. Merci beaucoup, Didier. Le rendez-vous est pris vraiment pour le lundi prochain. Mais nous, déjà demain, nous serons encore ensemble à partir de 11h.